Alors, on va passer donc à notre programme de la deuxième partie de la matinée, à savoir la table ronde qui s'intitule Prise en compte du genre dans la recherche, perspective européenne et stratégie des établissements, qui est animée par Didier Chavrier, vice-président délégué égalité, diversité, inclusion et qualité de vie au travail de l'Université d'Orléans, vice-président de la CPED et organisateur de la Journée nationale des missions et égalité l'année dernière, qui a mis la barre très haute en termes d'organisation et qui nous oblige. La parole est à toi, Didier. Je te remercie, Aude. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être avant même de débuter cette table ronde, une information. Nous avons travaillé à une mixité un peu plus conséquente sur la table ronde et nous accueillons très prochainement, du coup, Stéphane qui va monter en tant que secrétaire général de la Le timing est parfait. Le timing est parfait. Théâtral. Est parfait. Donc, nous sommes désormais au complet. Donc, bienvenue sur cette première table ronde de cette très, très riche journée qui a déjà excellemment bien commencé. Cette table ronde va prendre en compte la thématique du genre dans la recherche, à la fois dans les stratégies des établissements, mais également dans les stratégies et perspectives européennes, avec un bon nombre de dossiers européens. Alors, je suis particulièrement heureux d'animer cette table ronde aujourd'hui dans une thématique à la fois riche et, vous allez le voir, protéiforme, parce que lorsque l'on parle du genre dans la recherche, bon nombre de questions liminaires peuvent déjà advenir. Parlons-nous de la recherche sur le genre en tant que tel? Parlons-nous de la place des femmes et des hommes dans la recherche, dans l'enseignement supérieur? Parlons-nous de l'articulation du genre et de la recherche dans les plans égalité professionnelle, de la place des chercheurs et des chercheuses qui font cette recherche, ou la prise en compte de la dimension de genre dans toutes les recherches, imaginons en médecine, sur l'impact, les effets que peuvent avoir certains médicaments, entre autres. Donc, on voit que la thématique, l'articulation genre-recherche est véritablement protéiforme, avec de multiples dimensions. Et ces questions liminaires, en fait, ne prétendent pas du tout être exhaustives, mais permettent de tracer certaines lignes directrices quant à l'animation de cette table ronde. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons la chance, le privilège, l'honneur d'avoir avec nous 5 représentants et représentantes de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec des fonctions très diverses et variées qui permettent justement de mettre en avant toute la richesse de cette perspective. Et ainsi, à mes côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Le Boulet, donc, en sa qualité de secrétaire général de l'HCERS. Et peut-être une question pour débuter. En quoi consiste votre rôle de secrétaire général de l'HCERS, si on peut résumer? Bonjour, à essayer d'arriver parmi vous à l'heure déjà. Merci de cette invitation. Bon, le secrétaire général gère les moyens, l'organisation, le cadre juridique, les RH évidemment de cette institution qui comprend environ 130 permanents, 150 conseillers scientifiques et quelque chose comme 3500 experts qui sont mobilisés sur les évaluations. Donc, c'est une grosse machinerie qu'il faut s'efforcer de faire fonctionner le plus efficacement possible. Je vous remercie pour cette brève présentation. Nous avons également la chance d'accueillir Sarah-Anne Commel, qui est directrice des programmes internationaux et européens au sein de l'Université Côte d'Azur. Alors, peut-on en savoir un peu plus sur vos fonctions et sur les programmes que vous pouvez diriger, entre autres? Oui, alors effectivement, donc moi j'ai eu moins de difficultés que mon collègue à arriver. Donc, dans le cadre de l'IDEX, parce que mon rôle s'inscrit dans ce cadre-là. Là, en revanche, je dois vous confesser que je n'ai rien à voir avec le dîner de ce soir. Mais donc, dans le cadre du rôle qui nous a été conféré au niveau de l'IDEX, c'est pas tant de diriger des services, mais c'est essayer de coordonner des actions mutualisées sur le site, donc avec l'université évidemment,
mais aussi avec les organismes nationaux de recherche, qui sont nos partenaires privilégiés, évidemment, dans les activités de recherche. Et nous, avec la particularité aussi d'avoir un observatoire, donc l'Observatoire de la Côte d'Azur, et de mettre en place des actions mutualisées pour accompagner au mieux la communauté scientifique dans le dépôt de leurs projets européens, tout en répondant en fait aux nouvelles politiques, aux nouvelles trajectoires qui sont amorcées par la Commission européenne. Donc, on voit que dans ce cadre-là, il y a une montée en compétences des ingénieurs de projets européens et il y a un vrai travail de sensibilisation à opérer auprès de la communauté scientifique. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, nous sommes aussi heureux d'avoir parmi nous aujourd'hui Chloé Moore. Chloé qui nous rejoint en sa qualité de manager des projets européens dans le cadre de la mission sur la place des femmes au CNRS. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement en quoi consiste votre mission au CNRS ? Oui, merci pour cette invitation. Donc, moi, manager des projets européens à la mission pour la place des femmes au CNRS. Donc, la mission s'implique depuis le début des années 2010 dans des projets européens sur les questions d'égalité. Et moi, dans le cadre de mon poste, je pilote 2 projets européens sur les questions de genre. Le premier, le Gender STI, qui vise à promouvoir la prise en compte des questions d'égalité dans les accords bilatéraux et multilatéraux de coopération internationale scientifique. Et le second projet que la mission coordonne, c'est GenderNet Plus. Donc je vais parler un peu plus davantage après, qui est un projet qui vise à accroître la prise en compte de la dimension genre dans la recherche et qui est composé d'un consortium de 15 partenaires européens, mais également canadiens et israéliens. Et donc oui, pour expliquer un peu manager de projet, tout simplement, je fais un suivi assez classique de gestion de projet, mais aussi je mets en œuvre toutes les activités prévues par les projets. Il y a tout un enjeu aussi de coordination de réseau, de différents acteurs, actrices qui participent à ces projets et des missions de communication interne et externe aussi. Merci. Alors, on va désormais donner la parole à Anne-Sophie Godefroy qui présente sur cette table ronde. Alors, je ne vais pas présenter toutes les casquettes d'Anne-Sophie parce que ça serait une table ronde à part entière. Je vais peut-être m'arrêter sur son statut de maîtresse de conférence en philosophie, également ancienne chargée de mission égalité au sein de l'UPEC, l'Université de Créteil. Et donc, justement, peut-être en propos liminaire, en qualité de philosophe que tu es, pourquoi est-ce nécessaire d'investir la question du genre dans la recherche ? Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? En 2-3 mots, c'est sans doute l'avenir de la recherche. Alors, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il y a un certain nombre de travaux en épistémologie sociale qui nous disent que si on a une communauté des chercheuses et des chercheurs plus diverses, on produit une meilleure recherche. Alors, je vais dire, mais pourquoi ? Alors, il y aurait plusieurs raisons. Si on prend par exemple les travaux d'Hélène Longino explique qu'il y a des background assumptions dans la recherche, c'est-à-dire des hypothèses dont on n'est pas forcément conscient, qui peuvent être plutôt bonnes ou qui peuvent au contraire biaiser notre recherche. Et plus la communauté des chercheurs et chercheuses va être diverse, mieux elle va pouvoir identifier ces background assumptions, les identifier, les critiquer et choisir de les conserver ou pas, et donc produire une recherche meilleure et plus objective. Une autre série de travaux qu'on pourrait citer, un autre concept, c'est celui de strong objectivity, d'objectivité forte, de Sandra Harding. Là, l'idée, c'est que si on a des recherches selon différentes perspectives et différents points de vue en français, on va avoir une recherche beaucoup plus exhaustive et, vous voulez, c'est un petit peu l'image on imagine qu'on fait de la recherche sur un éléphant, donc il y a une personne qui touche la queue et qui décrit la queue, une autre qui touche les oreilles et qui décrit les oreilles, une troisième les défenses, et pour avoir l'éléphant entier, eh bien il faut réunir tous ces points de vue autour de l'éléphant, voilà. Et donc une communauté plus diverse permet aussi ça, voilà. Puis on pourrait citer aussi Donna Haraway. Donc ça, c'est une première raison.
Et la deuxième, pour laquelle c'est l'avenir de la recherche, c'est qu'à chaque fois qu'on intègre une dimension de genre, cette fois-ci dans les contenus de la recherche, eh bien, on ouvre de nouvelles perspectives. Donc, tu as cité la recherche en santé. C'est particulièrement vrai. Il y a la recherche en biologie, il y a aussi l'ingénierie. Et là, il faut renvoyer au site Gendered Innovations, qui est financé par l'Union européenne et qui donne toute une série d'études de cas qui montrent comment l'intégration du genre dans la recherche peut complètement renouveler les perspectives, que ce soit en ingénierie, en économie, enfin à peu près partout. Voilà, donc c'est Londa Shibinger et la Stanford et la Fraunhofer Society en Allemagne, voilà, qui sont derrière ce site. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne demande systématiquement, maintenant, par défaut, d'intégrer cette dimension du genre dans tous les projets. C'est là où je reprends la parole avant qu'elle enchaîne sur les considérations épistémologiques liées à... Parce que je sais que c'est sa particularité en philosophie, entre autres, et c'est extrêmement riche. Et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Et la dernière intervenante de cette table ronde, donc je vous présente Yamina Meziani, qui est maîtresse de conférences en sociologie, spécialisée sur les discriminations et les inégalités à l'Université de Bordeaux, mais qui est également chargée de mission égalité, parité, diversité. Et à cet égard, en tant que sociologue, j'ai envie de vous poser exactement la même question qu'à Anne-Sophie sur l'intérêt de la prise en compte du genre dans la recherche. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors moi je suis très contente aujourd'hui parce que je suis vice-présidente. Je ne suis pas chargée de mission. Mais c'est super parce que c'est intéressant, parce que ça pose la question aussi de comment ça se passe au niveau des gouvernances de chaque établissement. Quelle est la considération finalement à des statuts, et on en viendra ensuite. Alors le genre, la manière dont c'est posé, ça m'a questionnée véritablement avant de venir, et je me suis dit mais en fait le genre ça constitue pas un monde à part. On a l'impression que ça traverse pas le monde social, mais en fait si. Et pendant très longtemps au niveau des travaux sociologiques, les administrations publiques ont été, j'allais dire, enquêtées par les sociologues au regard des questions de discrimination et de sentiments d'inégalité de genre. Et puis on pensait que l'académie, le monde universitaire était potentiellement protégé de tout ça. Et finalement, quand on pose la question du genre dans le monde de la recherche, pour moi, il y a deux choses. Il faut dissocier le genre dans les recherches et le genre dans le monde de la recherche en tant qu'organisation. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on se rend compte qu'au niveau européen, finalement, la parité existe entre les femmes et les hommes, plus ou moins. On est à 48% selon des enquêtes en 2018. Mais finalement, quand on regarde plus finement, en fait, c'est qu'on découvre un véritable déséquilibre entre les femmes et les hommes dans la hiérarchie sociale. Plus on s'élève, plus le déséquilibre, en fait, est important. Et donc ça nécessite de réfléchir sur, effectivement, les questions de discrimination systémique, structurelle, et aussi les discriminations positives dans le cadre des plans d'action qu'on met en place. Le deuxième pan, qui est plutôt le genre dans les recherches, en fait, va plutôt nous emmener à réfléchir véritablement sur les biais de genre dans l'évaluation, peut-être des programmes de recherche, des enseignements. Et donc là, ça suscite aussi, finalement, des logiques de discrimination inconsciente. Nous, en tant qu'enseignants, moi je parle aussi en tant que maîtresse de conférence. Je pense que auparavant, quand j'ai fait ma thèse, je ne me suis jamais questionnée des auteurs que je citais. Est-ce que c'était représentatif de la littérature et des œuvres? Et là encore, on le voit par cette exposition photo, l'invisibilisation finalement des auteurs et des recherches. Et le troisième point que j'aimerais aborder avec vous, alors peut-être que j'irai peut-être loin dans ça, mais je dirais que en fait, l'enjeu du genre dans le monde de la recherche ou dans la recherche, c'est vraiment un enjeu de santé publique. Pourquoi? Parce que souvent, on dissocie vraiment nos actions sur les cellules de violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de cellules intègrent les discriminations dans leurs cellules, dans le dispositif d'écoute. Et finalement, on fait très peu le pont entre le sentiment de discrimination que peuvent avoir les femmes dans leur évolution de carrière et
vraiment leur état psychologique et leur état de santé mentale quand elles font face justement à ces barrières cumulées. Et on pourra revenir dessus, mais je pense que c'est vraiment aussi un enjeu de santé, en fait, physique, mentale, pour tous les salariés d'une administration telle que l'université. Et je m'arrête là. Merci. Et effectivement, c'est extrêmement riche dans le sens où on va peut-être aussi transiter, et on va le voir à travers cette table ronde, sur une logique où le genre est quelque chose d'annexe, un domaine de recherche, on va dire, particulier, qui relève parfois même du dispositif, donc qui est en dehors de la veine centrale, à quelque chose qui est beaucoup plus transversal, intégré dans l'ensemble des actions de recherche, de formation des projets, et ainsi de suite. Et c'est bien un des axes forts, comme vous l'avez évoqué, de cette table ronde. Et donc, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et peut-être articuler cette table ronde avec 3 temps. Le premier temps, une vision peut-être panoramique au niveau de la HCERES sur l'évaluation des politiques menées et des stratégies que peuvent avoir les établissements. Puis, dans un deuxième temps, nous viendrons sur le projet Horizon Europe. Ça a été évoqué encore ce matin par le ministère, mais il y a quand même des considérations à avoir sur les politiques européennes et comment les établissements peuvent répondre à ces politiques européennes, comment ils s'adaptent, comment on accompagne aussi les chercheurs, les chercheuses et l'ensemble des personnels dans ces politiques-là. Donc un enjeu très très fort. Et puis placer en exergue peut-être les initiatives de certains établissements ou laboratoires, puisque les projets européens ne s'arrêtent pas à Horizon Europe. Il y a aussi bon nombre d'autres projets, une richesse conséquente qui va vous être présenté par les différents intervenants et intervenantes. Alors pour débuter, je vais tout d'abord me tourner vers Stéphane Le Boulet pour du coup venir sur la HCERES et avoir cette vision panoramique sur les questions d'égalité dans l'enseignement supérieur, avec peut-être certaines questions qui peuvent venir à l'esprit, c'est-à-dire pouvez-vous nous dire où l'évaluation, enfin sur l'évaluation de la prise en compte, où on en est sur l'évaluation de la prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans l'enseignement supérieur et la recherche? Est-ce que l'HCERES évalue la place du genre dans la recherche? Est-ce que vous avez des remontées de terrain sur les auto-évaluations des établissements? Bref, un certain nombre de questions qu'on peut peut-être légitimement se poser. Et encore une fois, je ne prétends pas avoir l'exhaustivité des questions. Il y aura un temps d'échange avec la salle, donc notez bien évidemment l'ensemble des questions qui peuvent vous venir à l'esprit à l'issue de cette table ronde. Et je cède la parole du coup à Stéphane. Merci. Donc on peut mettre la première slide. Par rapport à ce qui était dit à l'instant, il faut effectivement considérer les différentes dimensions dont on parle. Ce sont à la fois des questions de place d'un certain nombre de problématiques dans les recherches, mais c'est aussi regarder les organisations en tant qu'elles fonctionnent, les organisations qu'on est amené à évaluer, et on finira par le regard sur le HCERES lui-même. Donc on a 4 dimensions pour simplifier la présentation. Donc on a les problématiques d'égalité, de parité, de diversité telles qu'elles apparaissent dans les référentiels d'évaluation et les rapports d'évaluation. Je vais revenir sur cette organisation, ce qu'on appelle les référentiels et l'organisation qu'il y a en matière d'évaluation. Après, deuxièmement, on a la question des plans d'action qui a été évoquée précédemment et sur laquelle on est dans une forme de partenariat avec le ministère, avec la DGCIP en particulier, sur la façon dont on va être amené à considérer ces plans, à les évaluer. Troisièmement, il y a ce qui ne ressortit pas des textes, mais qui apparaît dès qu'on met des gens en présence. Et là, c'est ce que j'ai appelé la libération de la parole à la faveur des visites d'évaluation ou des entretiens d'évaluation. On y reviendra. Et puis, il y a la problématique de l'égalité professionnelle au sein du
du HCRS en tant qu'organisation. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, la question de la façon de traiter les problématiques d'égalité, de parité, de diversité dans les référentiels d'évaluation et les rapports d'évaluation. Donc, l'évaluation, je l'ai traité à travers le mot de machinerie tout d'abord, mais l'évaluation, c'est d'abord un triangle d'acteurs, et il faut bien le comprendre pour savoir comment on peut prendre en charge ce type de problématiques. On prend les trois coins du triangle un peu dans l'ordre que l'on veut, ce sont tout d'abord des entités qu'on évalue. Alors ici, à Nice, ils sont en train de finir d'être évalués ils l'ont été même 2 fois, donc ils ont été gâtés, si je puis dire, au titre de la sortie d'expérimentation des établissements publics expérimentaux et au titre de la vague d'évaluation quinquennale. Donc, il y a tout d'abord les entités évaluées que l'on va regarder à la fois sous l'angle des formations, sous l'angle des recherches et des entités de recherche et sous l'angle des établissements. Et c'est ce qu'on a mis en place à la faveur de cette vague C, une plus forte consolidation entre ces 3 dimensions à travers l'évaluation dite intégrée, c'est-à-dire s'efforcer de faire le pont entre ce que l'on va évaluer, juger en matière de recherche, ce qu'on va évaluer, juger en matière de formation, et le cadre, non seulement institutionnel, mais le cadre organique qui permet le déploiement de ces recherches et de ces formations. Comment, par exemple, une politique de formation est-elle articulée non seulement à travers la nomenclature des maquettes ou des diplômes, mais aussi à travers les moyens qui sont mobilisés ou qui sont redéployés au sein de l'organisation pour pourvoir telle ou telle discipline jugée prioritaire ou telle thématique de recherche jugée prioritaire. Donc, il y a le volet entité évaluée. Deuxième coin du triangle, les pairs, puisque l'évaluation est une évaluation par les pairs. Donc, ce sont principalement des enseignants-chercheurs qui assument les fonctions d'experts au sein des comités d'évaluation. Alors, à côté, il y a les étudiants, il y a les représentants du monde socio-économique, mais fondamentalement, la majorité des experts sont des enseignants-chercheurs. Et évidemment, ces experts, ce sont eux qui sont en charge de l'évaluation. Ce sont eux qui vont rédiger le rapport d'évaluation, qui vont prendre en charge ce qu'on appelle les référentiels d'évaluation, c'est-à-dire l'ensemble des critères, des références que l'on souhaite qu'ils soient mobilisés dans le travail d'évaluation. Mais nous, au niveau du 3e coin, du HCRS, on organise ce travail. Notre collège valide chaque année les référentiels d'évaluation, donc ces critères et ces références jugées prioritaires en matière d'évaluation. On les confie à des experts, mais c'est eux qui font le travail. Et il faut bien comprendre dans cette affaire que si telle ou telle dimension est prise en compte, et j'en viens à l'égalité, aux questions de parité, de diversité, si tel ou tel aspect est ou non pris en compte in fine dans les rapports qui sont produits sur les établissements, c'est simplement le résultat de la rencontre entre des experts et des entités évaluées, avec des biais évidemment possibles. On confie aux experts des référentiels,
ils peuvent choisir. On dit souvent qu'il y a beaucoup de références, qu'il y a trop de références éventuellement dans ces référentiels, mais le fait qu'il y ait beaucoup de références fait qu'il y a bien entendu des choix qui sont opérés par les experts qui vont choisir d'insister particulièrement sur telle ou telle problématique et au risque de délaisser telle ou telle autre problématique. Donc, dans le travail des experts, il y a des biais, mais il y a aussi des biais au niveau des entités évaluées, parce que les entités évaluées, ce qu'on leur demande en première intention, c'est de produire ce qu'on appelle des rapports d'auto-évaluation, des rapports de positionnement par rapport à cet ensemble de références, et si telle ou telle problématique, là encore, n'est pas portée par l'entité évaluée, par l'unité de recherche, par l'équipe de formation, par l'université ou l'école ou l'organisme en tant que tel, eh bien, si cette entité évaluée ne privilégie pas telle ou telle problématique, dont les problématiques de parité et d'égalité, il y a un biais à la base. Après, cela pourra être rattrapé, entre guillemets, par les experts, pour autant que eux, ils soient sensibilisés à ces questions, mais dans cette construction à trois, il faut bien entendu voir quelle est la distribution des responsabilités au moment de s'intéresser à telle ou telle problématique. Alors la responsabilité de l'institution HCRS par rapport à cela, c'est quoi? C'est de faire figurer ces problématiques dans les référentiels, c'est le premier temps, de former les experts pour qu'ils soient bien sensibilisés à ces questions et qu'ils ne manquent pas de titiller les entités évaluées si celles-ci n'ont pas fait ressortir dans leur rapport d'auto-évaluation telle ou telle dimension. Il s'agit aussi de sensibiliser les collaborateurs en interne à ces questions pour qu'ils relaient les messages, mais encore une fois, dans cet ensemble d'acteurs, dans ce système d'acteurs un peu complexe, il faut mettre en permanence une pression pour que telle ou telle problématique soit véritablement prise en charge. Alors, dans ce qu'on appelle les vagues, dans le jargon de l'évaluation, qui sont la même chose que les vagues contractuelles, derrière les vagues contractuelles, il y a des vagues d'évaluation, c'est-à-dire une répartition du territoire en 5 ensembles, donc d'une vague à l'autre, d'une génération d'évaluation à l'autre, eh bien ces problématiques de genre, d'égalité, de parité sont davantage présents dans l'objet source que sont les référentiels. Et c'est quelque chose que vous observez, ça? Ah bah c'est quelque chose que l'on décide, parce que c'est à peu près la seule chose qui nous appartienne, ou qui appartient au collège du moins, donc à l'instance délibérante du HCRS. C'est comment on fait valoir telle ou telle problématique dans ces référentiels d'évaluation, donc ces grilles d'analyse de ce qui se passe concrètement au sein des entités évaluées. Et donc, il y a de génération en génération, mais en cela, on n'est pas très originaux, il y a une montée en puissance de ces questions, mais évidemment au milieu d'autres priorités des politiques publiques. Et parce que, je ne sais pas ce qu'a dit Anne-Sophie tout à l'heure, mais voilà. Les politiques publiques sont évidemment orientées à partir d'un certain nombre de préoccupations et font valoir ces préoccupations dans un certain nombre de dispositifs, mais il se trouve que les préoccupations en question sont souvent en concurrence.
Donc voilà, ça c'était le premier point, le dispositif d'évaluation. Après, si on entre un peu dans les aspects législatifs ou réglementaires, en fait, il y a plusieurs accroches dans la loi qui amènent le HCRS à s'intéresser à ces questions. Il y a tout d'abord une accroche au titre des missions qui sont celles du HCRS, qui est en charge, parmi une douzaine de missions, d'évaluer la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes, pardon, dans les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche. Donc, au terme de cet alinéa décrivant les missions de l'institution, on a le support à la fois de ce que je disais plus haut, c'est-à-dire le fait que dans la grille d'évaluation des unités évaluées, eh bien, ces questions-là soient considérées comme prioritaires, mais c'est aussi le support à ce qui figure par ailleurs dans la loi, à savoir le fait que conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur, on aura à évaluer les rapports sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc d'un côté, on est sur des missions traditionnelles du HCRS en termes d'évaluation des formations, de la recherche et des établissements. D'un autre côté, à travers l'analyse conjointe avec le ministère des rapports sur l'exécution des plans d'action, on est plus dans un registre d'évaluation de politique publique resserré sur la pratique des établissements. Donc c'est quelque chose qui doit être construit et la loi, dans sa sagesse mais aussi sa bizarrerie parfois, a logé la synthèse en question dans le rapport d'activité du HCRS. C'est un peu une bizarrerie parce que normalement les rapports d'activité ne sont pas faits pour ça, mais peu importe. Donc c'est pas un objet, un rapport de plus qui est demandé en l'espèce, mais ça figurera dans le rapport d'activité du HCRS. Donc ces dimensions-là, ceci pour dire aussi que ces dimensions-là qui ont été portées dans la législation étaient moins présentes, évidemment, à l'origine de l'AERES en 2005 ou au moment de la constitution du HCRS en 2013. Donc c'est la loi de programmation de la recherche qui a ajouté un certain nombre de dimensions en la matière. Au-delà des aspects réglementaires que nous voyons, peut-être aborder effectivement le point suivant sur les prescriptions qui semble être intéressant, alors peut-être un peu plus rapidement pour laisser le temps de parole aussi à l'ensemble des intervenantes. Comment ? Je vous disais en fait succinctement. Ah oui, au-delà des prescriptions. De passer au point suivant. Oui, c'est vous qui faites tourner le... Vous avez raison. Le PowerPoint. Donc je le disais, au-delà des prescriptions législatives, il y a les remontées de terrain, la réalité. Et la réalité est que, eh bien, quand vous mettez évidemment des communautés, quelles qu'elles soient, au contact d'observateurs extérieurs, en l'occurrence les comités d'évaluation, d'ailleurs que cela se fasse en présentiel ou à distance, les deux modalités ayant leurs avantages en la matière ou leurs inconvénients en la matière, on a une parole qui se libère et très clairement, on a davantage
de signalement que ce qui pouvait exister précédemment dans les différentes vagues précédentes, des signalements en matière de violences sexuelles et sexistes, des signalements en matière de harcèlement. Donc, très clairement, le HCRS n'est pas là pour enregistrer formellement, juridiquement les plaintes. Il est là pour faire écho à ces plaintes auprès des directions des établissements ou des unités concernées, évidemment les supérieurs des entités qui peuvent être critiquées. Donc la démarche qui est prescrite au comité d'évaluation, mais aux conseillers scientifiques qui accompagnent ces comités d'évaluation ou aux chargés de projet, c'est d'accompagner ceux qui font valoir tel ou tel signalement, telle ou telle plainte, de les accompagner dans le processus ordinaire de signalement au sein de l'institution à laquelle ils appartiennent, pour ne pas les laisser désemparés après qu'ils ont signalé tel ou tel fait. Donc d'abord cet accompagnement, cette orientation vers les bons interlocuteurs au sein des établissements, mais aussi une clause de revoyure. On a une procédure de signalement auprès du directeur d'évaluation concerné et auprès de moi pour que l'on s'assure que le fait, la plainte a bien été prise en compte par la direction de l'établissement concerné. Donc on a organisé cette procédure sur le tas, si je puis dire, parce que les signalements allaient croissant. On n'en est pas encore aux articles 40 du Code de procédure pénale, où on aurait à signaler les choses auprès des autorités. Le principe à la base est celui de la subsidiarité. Ce sont d'abord les autorités directement concernées qui se voient invités à traiter les plaintes en question. Et avant que vous fassiez défiler à la 4e point, oui, je le fais moi-même. Effectivement, donc, en 1 minute. Au moment de regarder les autres, il faut aussi se regarder soi-même. Donc la loi a veillé scrupuleusement à la parité au sein de l'organe délibérant du HCRS, au sein du collège. Alors c'est toujours un peu compliqué quand vous avez X composantes dans un collège de gérer la parité. Ça prend une grosse place dans la loi, mais c'est géré de façon très, très stricte. Le comité de direction est équilibré avec 4 directrices et 4 directeurs. Manque de chance, le secrétaire général se trouve être un homme et le président aussi. Donc ça déséquilibre un peu. La répartition homme-femme est également satisfaisante au sein de l'organisation parmi les permanents. On est clairement moins bon sur les experts, avec 42% de femmes. Évidemment, ça peut générer des biais ou renforcer les biais dont je parlais tout à l'heure, et on est dans une situation très clairement perfectible au niveau des conseillers scientifiques, puisque là on tombe à 35%, mais on reflète souvent, malheureusement avec en plus un effet génération, la composition des disciplines. Donc ce qu'on peut voir effectivement au niveau de l'HCRS, c'est une prise en compte des questions de parité, entre autres à travers les plans égalité professionnelle. Par contre, la thématique même de la prise en compte du genre dans la recherche, elle remonte par les propos que peuvent avoir les équipes de recherche, les établissements dans leur stratégie et ainsi de suite. Et justement, à
propos, des stratégies mises en place par les établissements. Nous allons voir maintenant des universités très engagées dans le programme Horizon Europe, en particulier avec Sarah Anne Commel. Et dans un premier lieu, est-ce que vous pouvez nous retracer l'évolution des exigences du projet Horizon Europe, puisque là, on va rentrer véritablement dans le vif du sujet sur le genre dans la recherche. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît? Oui, alors je ne vais pas vous faire une chronologie date à date, mais peut-être revenir sur quelques dates clés. La notion finalement du genre dans la recherche et l'innovation, elle est apparue dès 2012 dans une première communication qui a été établie par la Commission européenne et qui revenait en fait sur trois points de la stratégie européenne. Donc le premier, c'était l'égalité de genre à tous les niveaux de carrière. Le deuxième, c'était l'équilibre de genre dans les processus de décision. Et finalement, ce troisième point, qui a été laissé à l'abandon quand même pendant quelques années d'un point de vue de l'opérationnalisation de cette stratégie, qui était donc l'inclusion de la dimension de genre dans les contenus de recherche et d'innovation. En 2015, c'est le Conseil qui, lui, adopte un certain nombre de conclusions et qui invite les États membres à mettre en place des dispositifs d'opérationnalisation de la Commission, des communications de la Commission européenne, et notamment des plans égalité qu'on connaît tous et toutes. Dans ce cadre-là, en général, il y a toujours un peu d'argent qui est à la clé. Et en l'occurrence, la Commission européenne a débloqué 72 millions d'euros pour accompagner plus de 200 établissements dans la définition de leur plan. Donc c'est une trentaine de projets. Je ne sais pas si ça fait partie des projets que vous allez présenter plus tard, mais une trentaine de projets en fait qui ont permis de guider finalement les autres établissements aussi dans la mise en place de ces plans égalité, avec des boîtes à outils, des formations, aussi des guides d'auto-évaluation de ces plans-là, et qui a donc impulsé cette dynamique vers une massification en tout cas du déploiement de ces plans égalité. Et en général, quand la Commission européenne, elle incite, c'est que très vite, elle oblige. Et donc, elle laisse quelques années, et puis au bout d'un moment, du jour au lendemain, elle dit, bah voilà, on vous a encouragé pendant pas mal d'années, on a mis en place des dispositifs pour vous accompagner dans cette dynamique-là. Bah, à partir du mois prochain, alors j'exagère, ça a quand même mis 6 mois, à partir de telle date, tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi que les établissements publics qui n'auront pas adopté de plan, ne pourront plus bénéficier de financement dans le cadre de la programmation Horizon Europe. Donc ça, c'est un dispositif qui est aujourd'hui mis en place, et donc tous les établissements d'enseignement supérieur ont l'obligation d'avoir un plan égalité qui en plus répond à un certain nombre de critères. Donc c'est pas n'importe quel plan d'égalité, il y a un certain nombre de critères qui doivent être observés par les établissements d'enseignement supérieur. Cela dit, ces premiers dispositifs n'ont pas été tout à fait satisfaisants par la Commission. Enfin, c'est la Commission européenne qui en a fait le bilan. Et en 2020, entre 2020 et 2021, il y a plusieurs enquêtes et plusieurs rapports qui ont été commandés par la Commission européenne, et notamment un rapport que je vous invite à consulter si vous ne le connaissez pas, qui sont les She Figures. Et en fait, c'est tout un tas de données qui sont rendues disponibles de manière complètement publique sur finalement l'impact que peut avoir les différentes politiques publiques qui sont mises en œuvre au niveau de la Commission européenne, avec un constat quand même assez frappant sur la persistance d'un certain nombre de disparités. Donc finalement, en 2020, il y a une dernière communication, je vous ai dit, je ne vais pas vous faire toute la chronologie, mais une dernière communication qui me paraît importante et qui est adoptée dans un cadre beaucoup plus large, qui est ce qu'on appelle le New European Research Area. Donc c'est comment est-ce qu'on construit vraiment cet espace de recherche européen qui se doit d'être à la fois inclusif mais aussi exemplaire. Et dans ce cadre-là, la notion de genre, il prend une place conséquente. Et en fait, ce qu'a décidé la European Research Area, c'est d'aller effectivement au-delà de la dimension de genre pour y élargir en fait le périmètre sur tout ce qui est à l'intersection d'un certain nombre d'enjeux.
Donc, comme je disais, souvent la Commission européenne propose, suggère, accompagne et oblige. Et donc, il y a 2 ans, donc aujourd'hui, il y a 3 demandes complémentaires. L'éligibilité donc est conditionnée par ce fameux plan égalité. Il y a, et ça aussi c'est nouveau, il y a l'équilibre du genre qui a été introduit dans les critères de ranking, donc à proposition notée de manière égale, hein, évidemment. Et ce 3e critère sur lequel je pense qu'on va revenir tout à l'heure, qui est vraiment le critère d'évaluation relatif à l'intégration du genre dans les projets de recherche. Et c'est là où il y a un vrai changement, parce qu'aujourd'hui, dans tous les projets européens qui sont soumis au niveau de la Commission européenne, par défaut, il est attendu d'y inclure la dimension de genre dans la méthodologie scientifique de votre projet. Donc on n'est pas uniquement sur une question d'équilibre ou d'équité dans les commissions de parité, etc. On est vraiment sur dans quelle mesure est-ce que le genre peut avoir un impact sur la méthodologie et doit être intégré dans la méthodologie scientifique, et dans quelle mesure ça peut avoir un impact réel dans les activités de recherche. Et donc ça maintenant c'est une obligation, et lorsque pour X ou Y raison, un projet estime qu'il n'y a vraiment aucune manière d'y inclure cette dimension-là, ils doivent le justifier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans tous les cas, on doit se poser la question. Et c'est là, je pense, qu'il y a une avancée majeure, et je pense que mes collègues vont aussi intervenir là-dessus, donc je m'arrêterai là pour l'instant. Effectivement, on voit, et merci beaucoup pour cette évolution et l'intégration dans la méthodologie même des questions de genre. Et puisqu'on parle de méthodologie, ça amène forcément une implication, c'est comment vous accompagnez les chercheurs, les chercheuses à prendre en compte le genre dans leur méthodologie de recherche, parce que parfois on peut être dans des champs totalement éloignés de prime abord des questions de genre. Et est-ce que vous avez développé des outils particuliers pour pouvoir accompagner ces chercheurs et ces chercheuses? Alors oui et non. Alors comment on fait? Honnêtement, c'est dur. En toute humilité, hein, moi je suis pas experte des questions de genre, mais bien des questions européennes. Donc évidemment, on travaille avec celles et ceux qui savent. Concrètement, nous on n'a pas nécessairement développé d'outils, mais en revanche, on s'appuie très très largement sur les outils qui ont été développés par les autres. Donc dans le cadre de projets européens, mais pas seulement. Il y a des outils typiquement qui ont été développés par l'université de Stanford dès 2009, qui sont en fait des grilles de questionnement pour pouvoir accompagner justement les communautés à se poser les bonnes questions, ou à minima, encore une fois, des questions. Donc ça, c'est peut-être une première chose. Ensuite, il y a quand même un outil un peu fondateur qui a été rédigé par un groupe d'experts mandaté par la Commission européenne, donc piloté là aussi par l'université de Stanford. Et d'ailleurs, je regardais tout à l'heure, et il se trouve qu'il n'y a aucun expert français associé à ce groupe d'experts. Il y a énormément de nationalités européennes, mais pas que. Mais il n'y a pas de français. Alors là, c'est peut-être un petit clin d'œil au ministère de voir s'il y a une expertise française qui pourrait y être associée, d'autant que là, je vois qu'il y en a quand même un paquet. Donc, on n'en manque pas. Et donc, ce rapport d'experts, donc, qui s'appelle Gendered Innovation 2, How Inclusive Analysis Contributes to Research and Innovation. Donc c'est un texte qui fait 250 pages et la Commission européenne s'est gentiment proposée d'en faire une synthèse de 3 pages. Donc il y a quand même un écart entre le document que je dirais un document de publicité ou en tout cas un petit appel du pied à lire ce rapport de 250 pages, mais qui est vraiment passionnant parce que la Commission européenne a mandaté ses experts pour travailler sur des use cases qui sont concrets. Donc une quinzaine de use cases dans des disciplines et qui répondent à des enjeux extrêmement différents pour exemplifier et donc finalement inspirer les chercheurs et les chercheuses quand eux doivent se mettre à l'œuvre au travail pour réfléchir sur ces questions-là. Donc évidemment, il y a les use cases auxquels on s'attend et qui aujourd'hui sont assez populaires, donc typiquement en IA, en machine learning, les biais de genre, etc. Mais ça, aujourd'hui, je pense qu'on est tous plus ou moins sensibilisés à ces questions-là. Il y a aussi évidemment des use cases plutôt orientés santé, alors notamment un travail qui avait été opéré sur l'impact du sexe et du genre dans le cadre de la Covid, et puis des choses auxquelles on s'attend un petit peu moins, notamment sur l'accès à l'énergie. Alors avec un principe de base qui est de dire que 78% des décideurs de l'énergie sont des hommes, et une fois qu'on augmente dans les strates, on est à 90%, donc forcément ça va avoir un impact quand même sur la prise de décision en matière d'accessibilité de l'énergie, sur les mobilités, sur le transport dans les villes
intelligente. Donc tous ces enjeux en fait européens, je ne vais pas vous faire la liste, mais vraiment je vous invite à regarder ce rapport qui est l'un des outils majeurs sur lequel nous on s'appuie aussi pour venir en aide aux chercheurs. Ensuite, au départ, on a espéré trouver une formule magique pour rendre un peu l'accompagnement générique, parce que quelques années auparavant, on a eu un cas d'école avec la Open Science où on nous a demandé tout d'un coup de mettre en place de manière systématique des mécanismes d'accompagnement pour favoriser la Open Science. Et finalement, bon, même s'il y avait des divergences en fonction des disciplines, on se rend bien compte qu'il y a quand même une mécanique qui est quand même similaire. Donc on s'est dit on va faire la même chose sur l'intégration du genre dans la recherche et l'innovation. Et bien, grand bien nous fasse, on s'est complètement planté parce qu'on en est arrivé à la conclusion que c'était parfaitement impossible. Donc, à part s'appuyer sur des outils existants, encore une fois, sur ces exemples qui permettent ne serait-ce que de se mettre dans la bonne dynamique, dans la bonne démarche, d'avoir aussi ces outils qui ont été pensés, réfléchis par nos collègues chercheuses et chercheurs sur quelles sont les grandes questions à se poser en amont. On n'a pas aujourd'hui de template et de paragraphes tout faits qu'on peut inclure dans chaque projet européen pour dire oui, la dimension de genre sera bien prise en compte. Alors évidemment, dans le cadre de l'accompagnement, on rappelle aux collègues qu'il y a une injonction et que s'ils ne s'y conforment pas, ils perdront des points. Mais cela dit, en toute honnêteté, alors là c'est vraiment de manière empirique et peut-être que mes collègues contesteront ce que je dis. Moi, sur l'ensemble des chercheurs et des chercheuses, et c'est souvent des chercheurs qui coordonnent des projets européens, bizarrement. Donc sur l'ensemble des chercheuses et des chercheurs que j'ai pu accompagner depuis qu'il y a cette obligation qui est apparue il y a 2 ans, aucun d'entre eux n'a trouvé que c'était pas nécessaire. Ça les surprend, ça les questionne, ça les dérange parfois un petit peu. Mais cela étant dit, tous, et vraiment tous et toutes, ont trouvé l'exercice extrêmement intéressant parce que ça leur a permis de faire un pas de côté. Et finalement, au-delà de répondre à une injonction de la Commission européenne, ça a même, dans une certaine mesure, enrichi en fait leur recherche. Et la collègue le disait tout à l'heure, ça devient un enjeu fondamental des méthodologies scientifiques pour aboutir à des résultats qui sont toujours plus excellents et toujours plus utiles. Donc, on ne voit pas de résistance à ce niveau-là. C'est plutôt une résistance que je dirais globalisée, où en fait, au fur et à mesure des années, les projets européens tels qu'ils doivent être rédigés sont finalement de moins en moins focalisés sur le cœur scientifique et donc on se retrouve avec des dossiers où il faut réfléchir à tout un tas de choses et parfois les collègues ont envie vraiment que de travailler sur le cœur de leur science, mais cette notion vraiment d'inclusion du genre, c'est quelque chose qui est extrêmement bien reçu à mon sens par la communauté scientifique. Merci énormément pour ce témoignage et j'adore particulièrement l'idée du pas de côté qui renvoie effectivement à ce qui avait été dit par Anne-Sophie et de renouveler les perspectives sur un objet pour pouvoir se questionner en permanence et avancer dans la démarche scientifique. Et au-delà d'Horizon Europe, il y a énormément de projets. Et on va pouvoir aussi découvrir le projet GenderNet+, qui est porté par Chloé Moore. Est-ce que vous pouvez nous présenter qu'est-ce que le projet GenderNet+, son périmètre, son fonctionnement, ses objectifs? Je vous laisse la parole. Alors heureusement, je ne porte pas toute seule le projet GenderNet+. Et d'ailleurs, je remercie. Mathieu Arbogast, mon collègue, devait initialement être aujourd'hui à cette table ronde et donc je le remplace. Non, effectivement, GenderNet+, comme l'a mentionné la collègue, ça fait partie d'un des projets financés par la Commission européenne. Alors, non pas justement pour institutionnaliser les plans d'action d'égalité, mais bien pour se centrer sur la question de l'intégration de la dimension genre dans la recherche. Et ce projet, il est, comme je l'ai dit précédemment, composé d'un ensemble de partenaires européens, canadiens et israéliens que coordonne le CNRS. Et tous ces partenaires sont des agences de financement de la recherche. Et le but global de ce projet est donc d'accroître la dimension de genre dans la recherche par 2 axes principaux. Le premier, c'était de mettre en place un appel à projets conjoints qui a permis de financer entre 2017 et
2023, 13 projets de recherche internationaux et pluridisciplinaires qui intègrent la dimension sexe-genre sur un ensemble de sujets et dans des champs disciplinaires qui vont de la santé jusqu'aux sciences sociales et aux sciences humaines. Et pour vous donner des exemples un peu concrets de projets, et ça vous pouvez le retrouver sur le site de GenderNet+, on a des projets qui vont s'intéresser aux effets secondaires sexués de l'immunothérapie, des projets qui portent sur les effets secondaires genrés des médicaments, sur la prise en charge genrée de la vieillesse, sur les questions de violence sexuelle dans les parcours migratoires. On a vraiment une variété de projets avec surtout une richesse de l'approche pluridisciplinaire et transnationale qui au total regroupe 400 chercheurs. Et donc on a financé, enfin les agences ont financé avec aussi les financements européens l'ensemble de ces projets. Le second axe d'action de GenderNet+, c'est de produire, ça a été de produire, parce que le projet là prend fin très bientôt, ça a été de produire des analyses comparatives sur les initiatives existantes dans les pays partenaires, sur les portant sur l'égalité et portant sur la promotion, l'intégration de la dimension genre dans la recherche. Donc de voir qu'est-ce qui existe aujourd'hui au niveau à la fois des organismes de financement mais aussi des organismes de recherche, qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme mesure, comme action pour promouvoir ces questions. Est-ce qu'il y a des pays par exemple qui vont justement à l'exemple de Horizon Europe obliger dans les appels à projets de se poser la question systématiquement de l'intégration de la dimension genre, ou s'il y a d'autres mesures sur la formation, par exemple, des personnes qui vont évaluer les projets, les propositions de projets. Donc tout ça, ces rapports sont actuellement disponibles sur le site de GenderNet+ en anglais, mais sont en train d'être traduits et seront bientôt disponibles sur le site de la mission pour la place des femmes. Et on a également émis un ensemble de recommandations à l'intention des agences de financement de la recherche pour promouvoir alors plus largement que l'intégration de la dimension genre, l'égalité, pareil que nous traduirons bientôt en français. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas un axe obligatoire dans les plans d'action. Nous, au CNRS, pour le prochain, ce sera quelque chose qu'on souhaite inclure. C'est vrai que GenderNet+ n'est pas le premier, au niveau du CNRS, c'est pas du tout le premier projet qui porte ces questions. En fait, dès le début des années 80, il y a eu un soutien institutionnel aux équipes de recherche qui travaillent sur le genre, ou en tout cas qui intègrent les questions de genre. Je pense notamment au G10, au groupe d'études sur la division sociale et sexuelle du travail. Après, on a eu depuis les années 2010 des projets portés par le CNRS, notamment par la mission pour l'interdisciplinarité des défis genre, qui vraiment cherchaient à pousser les équipes de recherche à penser des sujets avec le prisme du genre, voire avec aussi une approche intersectionnelle et penser le genre en articulation avec d'autres rapports sociaux qui ont donné lieu à des journées d'études. Et donc voilà, il y a un ensemble de mesures et d'initiatives qui ont été prises, qui ont été poussées par la MPDF. Je pense aussi, parce qu'il me semble que Anne-Isabelle François de l'Institut Genre sera présente cet après-midi. L'Institut Genre est soutenu par la MPDF, par le CNRS. Et donc voilà, je pense qu'il y a un enjeu à la fois d'outiller. Nous, GenderNet+, on essaie de montrer l'exemple par des études de cas, mais il y a aussi un enjeu de continuer à financer ces recherches. Et ça a été vraiment une demande émise par l'ensemble des chercheurs qui ont été financés. C'est qu'il ne suffit pas de montrer des exemples d'outiller, mais aussi il faut continuer de financer ce type de recherche. Il y a deux choses qui me paraissent vraiment très très importantes. La première, ce que vous avez mis en place dans le cadre de la politique du CNRS, c'est-à-dire totalement intégrer ces éléments-là de genre dans la recherche, dans le fonctionnement du CNRS. Et on peut se poser la question, en transposant ça à une échelle nationale, à quand, en fait, ces indicateurs qui existent déjà au niveau européen puissent être intégrés quasiment de manière obligatoire dans l'ensemble de la recherche française. Voilà. Je dis ça, qui veut l'entendre.
Non, au-delà de cet aspect-là, le dernier point effectivement soulevé, c'est que pour pouvoir avoir un impact, ça pose la question du financement. Et le financement des recherches, de la mise en visibilité de ces recherches, de la communication autour, et on touche toujours un axe très très fort de cette guerre sur les égalités et la lutte contre les inégalités. Et ça tombe parfaitement bien, puisque vous avez travaillé, je sais, avec Anne-Sophie, vous travaillez encore sur un certain nombre de projets. Et Anne-Sophie, justement, travaille sur le Cost Action Voices. Entre autres, il a fallu faire des choix avec Anne-Sophie, hein, donc je vous le dis tout de suite. Donc le Cost Action Voices, qui rentre aussi dans cette perspective européenne de réseau, mais d'une manière quelque peu différente par rapport à un projet Horizon Europe. Donc est-ce que tu peux nous présenter justement ce programme ? Je vais présenter le programme et je vais dire 2-3 mots de son historique. J'avais participé au projet Gender Time il y a maintenant un certain temps, qui était un des projets de changement structurel dont a parlé ma collègue de l'Université de Nice, bon, qui consistait à mettre en place un plan d'action pour l'égalité à l'Université Paris-Est-Créteil, et nous étions la première université en France à le faire. Voilà. À la fin, et la règle du jeu de ces projets, c'est qu'on ne pouvait pas avoir 2 fois le même financement, en tout cas simplement pour mettre en œuvre son plan d'action. Mais on pouvait continuer, soit pour expliquer aux autres comment mettre en œuvre un plan d'action, soit pour se mettre en réseau avec des gens qui avaient mis en place leur plan d'action. Et donc le projet suivant était un projet qui s'appelait ACT, qui consistait à mettre en place des communautés de pratique avec des personnes qui avaient déjà mis en place, enfin des établissements plutôt, qui avaient déjà mis en place des plans d'action et qui échangeaient sur le suivi de leurs bonnes pratiques. Donc c'était alors des gens d'autres projets, il y avait Genera par exemple, et d'organiser ça en communauté de pratique, donc en groupe un peu thématique, et pilotait le groupe sur la soutenabilité, la durabilité des questions d'égalité dans les universités. Et c'est dans ce contexte-là que que j'ai recruté Chloé, plus exactement, pour travailler à l'animation de la communauté de pratique. C'était la commune d'ACT, c'était la communauté Sustainability, voilà. Et à la fin de ce projet ACT, parce qu'on se pose toujours la question du projet suivant, on se dit finalement une façon un peu légère de continuer ce travail de mise en réseau dans une communauté de pratique, ce serait peut-être une cost action. Donc on a soumis un dossier, et Chloé a été très active et présente dans la soumission de ce dossier. On s'est dit, si on fait quelque chose de très large sur l'égalité, ça va pas passer. Donc il faut qu'on cible sur une thématique un petit peu plus précise. Et la problématique qu'on voyait émerger dans ACT, c'était celle des jeunes chercheurs et chercheuses, avec deux questions qui, moi, m'inquiétaient. La première, c'est que je voyais beaucoup de jeunes chercheurs ou chercheuses qui auraient pu s'engager dans la recherche et faire une thèse et qui ne souhaitaient pas le faire, en disant non, la recherche, c'est horrible, j'aurai pas de poste, je vais passer des années de postdoc et à la fin, j'aurai rien, je ne veux pas m'engager. Donc moi, ça m'inquiétait beaucoup, parce que je me dis, mais si on n'a pas de jeunes chercheurs et chercheuses, un jour, on n'aura plus de recherche. Il faut absolument qu'on assure la relève. Et voilà, donc c'est un peu la question qui a émergé. Et l'autre raison pour laquelle c'était important, c'est que dans les plans d'égalité, il n'y avait vraiment pas grand-chose sur cette question des jeunes chercheurs et chercheuses. C'était un petit peu un angle mort, puisque un petit peu par construction, ils s'intéressent au personnel une fois qu'ils sont dans des postes un peu permanents. Et donc, les années avant d'être permanents ou stables étaient peu traitées. Donc, nous avons soumis, avec l'aide bienvenue de Chloé, et le projet a été accepté.
Alors aujourd'hui, il y a à peu près 400 membres. Donc les membres sont des personnes affiliées à des institutions. Ce ne sont pas des institutions comme dans un consortium classique. Le périmètre, ce sont les coast countries, c'est-à-dire les pays d'Europe au sens du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire une quarantaine de pays. Ça veut dire qu'il y a la Turquie, qu'il y a Israël, l'Albanie, la Moldavie, l'Ukraine, la Géorgie. Voilà, donc c'est une très grande Europe. Il y a une dimension politique avec des règles de fonctionnement qui ressemblent un peu aux organisations internationales, avec par exemple 2 représentants de chaque pays, quelle que soit la taille du pays, dans le Management Committee, et des équilibres à trouver entre les hommes et les femmes, ça on avait l'habitude, les jeunes chercheurs et les moins jeunes, et les pays dits inclusive targeted countries et les autres, c'est-à-dire des pays qu'on considère comme moins avancés sur ces questions-là, et les autres. Et il faut réussir à trouver des combinaisons et à préserver des équilibres. Voilà. Alors je poursuis sur les contenus. Donc le titre complet de la Coast Action, c'est Making Young Researchers Voices Heard for Gender Equality. Alors, qui sont les jeunes chercheurs? Alors, c'est intéressant parce que ça a changé en cours de route. Au moment où la proposition a été écrite, c'était les Early Career Researchers, c'est-à-dire les personnes qui étaient à 8 ans maximum après leur thèse. La définition a changé. Les Early Career Researchers sont devenus des Young Researchers, c'est-à-dire des personnes de moins de 40 ans qui travaillent dans le secteur de la recherche. Ce qui a un effet positif et permet d'inclure les personnes qui ne font pas de thèse et qui ont simplement un master, mais qui travaillent en particulier en R&D dans l'industrie. Mais ça exclut les personnes qui font des secondes carrières ou qui soutiennent leur thèse assez tard. Voilà. Donc l'idéal serait d'avoir les 2 définitions pour être le plus large possible. On travaille autour on a 6 groupes de travail. Donc le premier groupe de travail, les 3 premiers reprennent un peu les 3 priorités de l'espace européen de la recherche. Enfin, c'est pas un peu, c'est exactement. Donc il y a un premier groupe qui travaille sur en français, on va dire, la parité dans les disciplines à tous les niveaux. Un deuxième groupe qui travaille sur l'accès à la prise de décision. Un troisième groupe sur la dimension du genre dans la recherche et qui fait une école d'été d'ici quelques semaines à Athènes avec 3 streams, 3 axes. Un premier axe autour de la santé, un autre autour de l'environnement et un troisième sur l'informatique et l'intelligence artificielle. Voilà. Et ça, c'est piloté par Clemens Stribing, qui est un jeune chercheur qui travaille à la Fraunhofer Gesellschaft, et Anita Thaler, qui est une Autrichienne qui est à Graz. Voilà. Donc ça, je suis très contente que l'école d'été, et je m'apprête à aller les rejoindre à Athènes. Voilà. Donc ça, c'est le troisième groupe, et on voit qu'il y a un énorme travail de formation des chercheurs et chercheuses à faire pour vraiment prendre... Et une fois qu'on le fait, les gens sont très intéressés. Mais au départ, ils ne le font pas essentiellement parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et si on donne les clés aux jeunes chercheurs et chercheuses pour le faire, c'est, je pense, vraiment les aider dans leur carrière. Voilà. Le quatrième groupe travaille sur les VSS et la culture institutionnelle, et il est piloté par Philippe Lyotard, qui doit être quelque part dans la salle. Voilà. Et ce groupe prévoit une conférence l'année prochaine. Et puis le cinquième et le sixième groupe sont plus transversaux. Le cinquième essaie de voir comment on peut passer de la prise en compte de la dimension du genre à une prise en compte de l'intersectionnalité, donc d'élargir le nombre de dimensions qu'on va prendre en compte. Par exemple, l'âge, enfin, classiquement, c'est le sexe, l'origine ethnique et la classe sociale, mais on peut aussi ajouter le handicap,
l'âge, la nationalité, enfin voilà, donc on a toutes sortes de... Donc c'est compliqué, mais c'est très intéressant. Et le dernier groupe travaille sur les indicateurs, les données, l'évaluation, le suivi des données, enfin data monitoring and evaluation en anglais. Voilà, donc tous ces groupes sont extrêmement actifs. Je ne sais pas si tu veux qu'on nous... Donc nos productions vont être... Donc encore une fois, c'est pas un projet de recherche, c'est plutôt se mettre en réseau pour incuber des projets à venir. Donc nous anticipons des projets Waidera, surtout dans le Working Group 1. Donc les projets Waidera vont être un petit peu la même chose que les projets de changement structurel, mais plutôt orientés vers les pays dans lesquels on considère qu'on est moins avancé sur ces questions-là. Le deuxième groupe va s'intéresser à l'accès des jeunes chercheurs et chercheuses à la décision et à la manière dont ils peuvent contribuer à la construction des plans d'action et les indicateurs aussi qu'on peut mettre dans les plans d'action pour s'assurer qu'ils ont cette participation à la décision. Le 3, je pense qu'on va poursuivre l'école d'été à travers des webinaires et sans doute répondre à des appels Horizon Europe dans ce cadre-là également. Voilà. Et le 6 est en train le 5 travaille un cadre conceptuel pour la prise en compte de l'intersectionnalité en Europe, quelque chose de particulièrement adapté à la situation européenne. Bon, on pourra en reparler parce qu'il y a pas mal d'obstacles. Enfin, disons qu'on ne peut pas décalquer ce qui se fait dans les pays anglo-saxons tels quels, voilà, pour dire les choses simplement. Et le groupe qui travaille sur les données est en train d'abord de faire un inventaire des données qui existent et sont peut-être sous-analysées. Et puis il y a 2 enquêtes qui sont en cours, une première sur la précarité dans les débuts de carrière et une deuxième sur des histoires de vie, parce qu'aujourd'hui toutes les statistiques qu'on a sont des statistiques par établissement ou par type d'établissement, par pays, par discipline, etc. Enfin les She Figures sont construites comme ça, mais ce que ça fait sur une vie de faire je sais pas, son doctorat à Paris, puis un postdoc à Berlin, puis un deuxième postdoc à Porto, puis de revenir sur une chaire junior, je ne sais où, etc., avec des déménagements, des difficultés pour s'adapter dans des pays étrangers, des problèmes de famille aussi, de partenaires, d'amis, d'enfants, enfin voilà, tout ça, c'est pas très bien documenté. Donc l'idée est, à travers ces histoires de vie, de reconstituer des parcours et d'avoir une vue du point de vue des chercheurs ou des chercheuses et plus du point de vue des institutions. Voilà, donc ce sera un petit essai expérimental avant peut-être de soumettre de répondre à des appels pour financer correctement quelque chose qui aura un petit peu plus d'ambition. Voilà, et nous avons des recommandations. Voilà, nous préparons aussi un livre blanc, puisqu'il y a toujours la dimension scientifique, mais aussi la dimension politique. Donc la dimension scientifique, ça va être des articles, des colloques, des publications académiques, en open access bien sûr. Et pour la dimension politique, donc nous travaillons à un livre blanc très étroitement avec nos stakeholders, donc nos parties prenantes qui font partie de la Cost Action, et c'était une des forces de la Cost Action. Donc parmi ces parties prenantes, il y a Eurodoc, qui est la fédération de toutes les associations de doctorants et de jeunes chercheurs en Europe. Donc c'est vraiment avec eux que nous allons travailler au livre blanc. Il y a EPWS, qui est la plateforme des femmes scientifiques européennes, dont fait partie Femmes et Sciences, et dans la salle Colette Guillopé.
Et femmes et mathématiques, d'accord. Bon, voilà. Mais les deux font partie de PWS, je pense. Voilà. Bien sûr, voilà. Donc ce sont un peu des associations parapluies, des associations fédératives peut-être en français, enfin des umbrella associations, voilà, donc on a à la fois les femmes scientifiques, les jeunes chercheurs et la CPED, voilà, comme un peu umbrella association de tous les chargés de mission ou VP égalité des universités et écoles en France, voilà. Impressionnant, la capacité de mise en réseau sur différentes dimensions à l'échelle européenne et avec différentes associations, effectivement quelque chose de très riche, et on pourrait croire à ce temps de la table ronde qu'on a fait le tour des projets européens, des programmes européens, des initiatives, des établissements, mais que nenni en réalité, puisqu'il y en existe bien d'autres, et en particulier le programme RESET en fait partie, et pourra nous être présenté par Yamina Méziani. Merci. Alors moi j'ai pris un parti pris. Ah oui, aucun souci. Si c'est possible, puisque en fait je suis quand même sociologue de ces questions depuis un certain nombre d'années, et puis j'ai beaucoup travaillé. En fait, je suis sociologue du travail. J'ai travaillé vraiment sur les problématiques de discrimination et d'inégalité dans les administrations publiques. Donc en fait, le président m'a appelée, et aujourd'hui j'ai vraiment une double casquette, mais j'ai l'impression des fois d'être doctorante en chiffres et de pouvoir donner une certaine réflexivité sur ce qui se passe. Donc j'ai décidé un peu de vous partager vraiment concrètement qu'est-ce que c'est de porter un projet européen dans une université, et puis de vous raconter concrètement qu'est-ce que ça produit comme logique d'acteur, comme positionnement et comme posture, mais aussi qu'est-ce que ça peut produire en termes de production d'une politique publique d'un établissement. C'est-à-dire finalement de clarifier un projet européen, en tout cas celui des RESET, comme celui des RESET, mais je vais vous en présenter quelques autres parce que c'est intégré de manière globale à notre politique d'établissement. En réalité, ça nous permet véritablement de travailler sur notre philosophie en fait d'égalité pour l'établissement. Et je pense que c'est extrêmement important, parce que quand on se lance sur ces chantiers-là, parfois on n'a pas le temps d'avoir, une posture réflexive sur tout ce qu'on est en train de faire. Et le programme RESET, pour le coup, il nous aide beaucoup. Il nous aide beaucoup. Alors, c'est pour ça que je ne voulais pas prendre le temps de lister toutes les actions, parce que je pense que on pourra, bien entendu, en discuter pendant les repas et tout ça. Je pourrais vous donner beaucoup plus de détails. Mais ce que je voulais vous donner, c'était plutôt une prise de recul, en tout cas, et puis de vous livrer un petit peu ce qu'on vit, nous, de l'intérieur. Donc, le programme RESET, d'abord, c'est pas le premier programme le premier programme en fait qui va structurer aussi l'établissement, c'est le programme Enlight, si je peux permettre de parler de ça. Enlight, c'est une alliance universitaire européenne, donc on a plusieurs partenaires, la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Suède et la Slovaquie. Donc c'est une alliance qui nous permet de développer des modèles et des méthodologies de formation. Il y a plusieurs axes: santé, bien-être, changement climatique et inégalité sociale. Et en fait, à l'intérieur de ce programme Enlight, en se mettant en réseau, en fait, on a un WP4 qui va s'attarder spécifiquement en fait à l'intégration des questions de genre dans les méthodologies et les contenus de formation. Donc, on a un partage d'expériences avec les autres universités. Déjà, c'est un premier temps. Et en fait, ça nous permet réellement. Alors, j'essaie de récupérer mes petites fiches. Ça nous permet réellement, on a eu un rendez-vous autour d'une conférence où on a récompensé en fait des chercheurs de notre université qui avaient justement expérimenté de mettre de plus en plus cette question du genre au sein de leur enseignement. Ensuite, on a un deuxième programme qui s'appelle ACT, mais qui n'est pas le même que Anne-Sophie. ACT, qui est plutôt une expérimentation sur les campus. Et là, le programme ACT de l'université, donc c'est quand même un gros investissement financier, puisqu'il c'est un budget de 17 millions d'euros. Ça nous a permis de structurer, alors c'est le vice-président en charge des transitions sociétales et environnementales, qui a créé un institut des transitions sociétales donc, et environnementales. Alors là, à l'intérieur de cet institut, finalement, on va voir apparaître aussi des actions clés, et notamment, là, il y a le développement d'une charte de laboratoire
pour éviter en fait d'être dans une démarche en fait vraiment ascendante, mais d'être dans la co-construction avec les laboratoires de recherche pour mettre en place des initiatives, des engagements de la part des directeurs de labo et donc sur des unités de recherche particulièrement en collaboration bien sûr avec les tutelles. Et puis arrive finalement vraiment de manière très structurante le programme RESET qui est dirigé scientifiquement par Marion Paoletti, qui était en charge de la mission égalité auparavant, et qui finalement se structure autour de 4 grands axes. Donc le premier axe important de RESET, c'est le recrutement, l'avancement de carrière et les articulations des temps de vie. Le deuxième, c'est leadership et prise de décision. Le troisième, prise en compte du sexe et du genre dans la recherche, la formation et les enseignements. Donc là, c'est vraiment un axe extrêmement important. Et enfin, prévention, traitement des discriminations, des actes de violence, harcèlement sexiste, etc. Ces 4 axes vont bien sûr être travaillés en fait en collaboration avec les universités européennes avec qui on travaille. 7 au total, dont Sciences Po Paris, qui s'occupe de l'évaluation notamment. Mais qu'est-ce que ça produit en fait d'avoir RESET au sein de l'établissement? Alors, ce que je voulais vous dire et qui me semblait important. RESET, moi je l'ai découvert donc, puisque j'ai récupéré la mission politique égalité en 2022. Le programme avait déjà commencé, il court jusqu'en 2024. Premier élément intéressant, c'est qu'avoir un programme européen structurant, puisque lui, il aide vraiment à essayer de structurer un plan d'égalité professionnelle, on a pu passer déjà au sein de notre établissement à un plan d'égalité des genres. Donc, qui a pu finalement dessiner des stratégies assez clés et qui nous permet en fait d'essayer de travailler sur comment la question de l'égalité des genres et donc l'intégration du genre dans la recherche ne se réduit pas à une approche spécifique qui serait isolée dans un service, comme c'est la plupart du temps, où les acteurs se sentent isolés. On a souvent une approche en fait moralisatrice des questions d'inégalité ou de discrimination. Si on n'a pas des bons résultats, on culpabilise, on se dit que c'est mauvais. Et puis finalement, en fait, quand on est intégré dans ces programmes européens, on a un service, on a 2 ou 3 personnels qui travaillent dessus et qui vont développer des plans d'action, ou en tout cas des actions à un niveau, j'allais dire, très, très intégré dans l'administration. Ils vont voir les services et on va dire, bon, mais il faut appliquer ça. Et finalement, c'est très compliqué parce qu'on a l'impression, en fait, d'appliquer une sorte de contrainte. Et ça, du coup, le plan RESET nous a aidés à essayer de voir comment on pourrait développer une approche transversale, une approche intégrée de notre politique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'approche spécifique, mais comment on peut cumuler une double approche. Ça, c'est le premier point qui me pense intéressant et qui nous a mené finalement à travailler en collaboration avec notre Institut des transitions et le service de RESET qui est intégré en fait dans la direction de l'action sociale et de l'innovation sociétale. Donc, deuxièmement, le programme RESET, finalement, ça nous a permis aussi de mettre en place des stratégies pour faire accepter cette question à un niveau aussi des référents et des ambassadeurs. On a, je pense, dans beaucoup d'établissements, essayé de développer des acteurs qui viennent nous soutenir au sein des communautés étudiantes, mais au sein des communautés du personnel. Et donc, on a énormément de référents, d'ambassadeurs à l'Université de Bordeaux. Et le programme RESET nous permet d'avoir une certaine cohésion, d'essayer de travailler avec eux pour essayer de répondre à leurs enjeux personnels, parce que souvent ces personnes sont investies personnellement, il n'y a pas de rémunération derrière, il y a parfois un manque de reconnaissance, il y a un sentiment d'isolement, et donc le programme RESET quand même nous aide vraiment à donner aussi une visibilité, une force à cette cohésion. Troisièmement, le programme RESET, si je peux dire, un des axes qui a été développé, c'est de pouvoir installer ce qu'on appelle un Gender Equality Board. Et ça, ça nous a été très utile, c'est une sorte de constitution de plusieurs membres, mais finalement, il y a des vice-présidents en charge de plusieurs portefeuilles au sein de cette commission, il y a des directeurs de laboratoire et des directrices de laboratoire, il y a des enseignants-chercheurs,
Il y a des personnels des services, par exemple de la direction des affaires juridiques ou de la DASIS, etc. Donc, il y a une multitude d'acteurs qui vient penser ensemble la politique d'égalité au plus haut. Et donc, il y a une vraie discussion. C'est pas, on ne présente pas juste, en fait, finalement, les résultats de Reset, mais on vient, en fait, co-construire tout au long du programme, en fait, cette politique d'intégration du genre dans la recherche. Donc, ça a un impact direct sur la gouvernance. Et j'en viens, du coup, au 4e point, c'est la question de l'impact. Nos politiques d'action, finalement, on a tous des indicateurs, effectivement, concrets. Mais souvent, en tout cas, on a l'impression de vouloir toujours bien faire parce que c'est au nom de l'égalité. Tout le monde a envie d'avoir une justice sociale, une égalité des genres ou une égalité en termes de diversité. Sauf que parfois, ces actions, et là je prends plutôt ma casquette de sociologue du travail, sauf que parfois ces actions, en fait, elles vont avoir un impact négatif sur les publics cibles qu'on a pensés, notamment les femmes, par exemple. Et je vais vous donner 2 exemples extrêmement concrets d'actions qu'on pensait forcément utiles pour les femmes. La question de l'évolution de carrière par rapport au fait de passer de maître de conférence à HDR. On s'est dit, effectivement, il y a un gap. Qu'est-ce qu'on peut faire? On développe des ateliers d'empowerment. Finalement, on réunit des femmes, etc. Et puis, il y a eu des initiatives qui ont réuni des initiatives d'ateliers de travail avec un formateur ou une formatrice qu'on fait venir chez nous. Et puis, finalement, ce groupe était limité qu'aux femmes. Qu'est-ce que ça crée, en fait, comme climat au sein de l'université? Eh bien, effectivement, ça a créé des effets pervers sans qu'on s'en rende compte parce qu'on avait l'impression de bien agir. Et puis, c'est pareil pour la question de la charte des laboratoires qu'on est en train de développer. C'est extrêmement intéressant parce que c'est la première fois que je crois qu'il y a cette initiative en France d'engager les directions de laboratoires à ce niveau-là. Et puis finalement, cette charte, elle couple transition sociétale et transition environnementale. Et donc le gros débat, ça est de dire, mais comment ça se fait? On met la question d'égalité des genres à côté de la question du développement durable ou des questions environnementales. Donc c'est un gros débat encore qui est en cours, mais ça nous apprend finalement toujours d'être dans une certaine réflexivité de la mise en action. Voilà, et je terminerai sur ça parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse lancer la discussion et n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Merci beaucoup pour cette table ronde qui touche à sa fin. Je pense que, j'ai l'impression vraiment à l'issue de cette table ronde qu'on aurait pu encore continuer toute la journée sur les dimensions européennes. Alors, certes, l'hypoglycémie serait arrivée assez rapidement, mais j'ai l'impression qu'on pourrait aller encore beaucoup plus loin, tant les projets et programmes que vous portez sont extrêmement riches, novateurs, force de proposition, sont véritablement des leviers dans les politiques des institutions aussi que vous représentez. Et je pense, pour rebondir sur la dernière intervention, que un cap est franchi lorsqu'on arrive à passer de la dimension de dispositif à une politique intégrative. Et à cet égard, ça m'a amené une réflexion toute personnelle sur la formation, parce qu'il y a l'obligation de formation des néo-maîtres de conf et maîtresses de conférences, et d'intégrer aussi cette dimension-là pour les préparer à la production des projets ou programmes qu'on a évoqués. Ça a cheminé, je pense, dans mon esprit en tout cas. Et autre aspect, c'est qu'on voit bien, et vous l'avez évoqué, et ça a été présenté aussi par d'autres personnes depuis cette matinée, que lorsqu'on veut faire évoluer les choses, on est dans une dimension de rapports sociaux de sexe. Et donc, dans les rapports sociaux, le rapport fait qu'il y a 2 pôles à faire avancer en même temps. Et donc, quand on met en place des dispositifs peut-être juste à destination d'une catégorie de personnes, ça peut avoir des effets pervers puisque ça ne fait pas forcément évoluer le rapport entre les deux. Mais en tout cas, merci encore énormément pour cette très très riche table ronde et un tonnerre d'applaudissements bien évidemment pour les intervenants et intervenantes. Si maintenant vous n'êtes pas encore sous le coup de l'hypoglycémie, si des questions vous avez, n'hésitez pas à les poser.
Merci à toutes les intervenantes. J'aurais plusieurs questions, mais d'abord revenir sur un commentaire que vous avez fait tout à l'heure, Madame Godefroy, sur le fait des évolutions de carrière dans certaines disciplines, post-doc à l'étranger, etc. Je voulais faire juste un commentaire, et tout à l'heure, il y a une personne dans l'Assemblée qui a réagi. Les mathématiciens. Les mathématiciens, ils ont une règle qu'au départ, je jugeais moi-même très vertueuse, à savoir ce refus au niveau national de tout endo-recrutement. On va forcément recruter des professeurs qui viennent de l'extérieur. Et ils sont peut-être en train de réaliser, et nous-mêmes d'ailleurs, je pense qu'on le réalise, que c'est bien, c'est très très vertueux, mais ça handicape considérablement les femmes, docteurs, maîtres de conférences, qui sont effectivement obligés du coup d'aller plus loin, d'aller dans d'autres universités pour pouvoir espérer faire une carrière. Et on se rend compte aujourd'hui que les mathématiciens sont en train de chercher des femmes parce qu'ils ont des doctorantes, et encore peut-être pas toujours, ils ont parfois des maîtres de conférences, mais pas de professeurs d'université. Et après, on constate aussi, parce que vous avez cette même obligation, vous le savez, pour constituer les comités de sélection de parité, femmes-hommes, il y a une dérogation qui fait que on peut ne pas avoir cette parité dans les comités de sélection des mathématiciens, parce que les femmes sont surchargées en fait de demandes. Les quelques femmes professeurs d'université mathématiciennes sont surchargées de demandes pour participer à des comités de sélection. Et maintenant, elles s'y refusent. Elles font la grève. Et ça pourra porter des fruits. C'est peut-être justement par cette action. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez ou quelle analyse vous avez là-dessus. J'en pense que c'est une très bonne remarque, et les philosophes ont aussi cette habitude d'éviter l'endogamie, ce qui a des avantages pour la paix des laboratoires, je dirais, mais c'est vrai que ça oblige ça force à beaucoup plus de mobilité, et ça n'est pas forcément bon pour les femmes. Voilà, donc c'est je pense, une vraie question qui est ouverte. L'intérêt, enfin, si on peut dire l'intérêt de l'endogamie, c'est que ça pousse aussi les institutions à développer les carrières de leur personnel, alors que moi j'avais toujours été surprise du fait qu'il y avait beaucoup moins d'énergie consacrée à développer les carrières des personnels en France que dans d'autres pays d'Europe, et en particulier qu'aux États-Unis. Alors il y avait des questions de moyens, mais pas que. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai compris que à l'étranger, on cherchait à retenir les gens et à développer leur carrière. Bon, par exemple, avec les tenure tracks, bon, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, ça fait qu'on se dit on a des talents, on va les soutenir, les aider, etc., faire des programmes pour eux. Alors que si on est dans une logique où promotion égale mobilité, quelque part, une institution n'a pas tant intérêt que ça alors après, on peut se dire que si elle le fait pour les autres universités le feront pour elle. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Et aujourd'hui, on est un peu dans un entre-deux où on n'est plus dans la culture de la mobilité, mais on n'est plus non plus dans la... Enfin, je suis pas sûre que ce soit bien non plus de faire toute sa carrière dans le même établissement, parce que c'est important aussi de circuler, de voir autre chose, de rencontrer d'autres gens. Enfin, c'est la vie de la recherche. Donc, voilà, voilà. Mais ce sont de très bonnes questions. Merci. N'hésitez pas à lever la main pour... dire que toutes les règles ont des exceptions, et il y a des recrutements locaux aussi en mathématiques. Il faut regarder cela d'un peu plus près, d'accord? Et l'autre chose, dans les disciplines où il y a très peu de femmes professeurs, je suis d'accord, on demande toujours aux mêmes. Et il y a très peu de postes aussi. Et c'est pareil pour les hommes, on demande toujours aux mêmes. Et il y a donc des moyens d'avoir des comités quasiment paritaires en élargissant et en disant on ne va pas demander qu'aux mêmes.
Et c'est ça, il y a des effets pervers partout. Hein. Donc voilà, je suis mathématicienne, je rétablis un tout petit peu. Merci beaucoup. Attendez, levez la main et pour demander le micro, de manière aussi à ce que ceux et celles qui sont en visioconférence puissent accéder aux questions et aux échanges. Je vous en remercie. Bonjour à toutes et tous, Peggy Vicomte, FAMAT numérique. Je voulais rebondir sur la dernière intervention, l'impact social versus l'impact sociétal, que je trouve très intéressant parce que sur l'impact développement durable, on a compris collectivement qu'il fallait faire des petits gestes. Et en fait, sur ce sujet de l'injustice sociétale et de la place des femmes, on n'a pas encore tout à fait compris ça, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup. Mais effectivement, moi, ce que j'ai retenu, c'est ça, c'est les petits gestes. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on est membre de jury pour rétablir à chaque fois l'équilibre et comment voilà, on favorise la mobilité. Et c'est donc très important, cette prise de conscience, impact social versus impact sociétal. Et je ne sais pas comment vous le prenez en compte dans les projets européens. Je trouvais ça très intéressant, votre remarque conclusive. Alors, c'est très intéressant ce que vous posez comme question, parce que, en fait, finalement, la question de l'impact sur le genre, elle relève forcément d'une idéologie. Encore aujourd'hui, il y a énormément de chercheurs qui n'acceptent pas le concept de genre comme outil méthodologique et comme outil heuristique pour penser des travaux de recherche. On parle de la question du genre, mais ça peut être sur d'autres critères. Donc, c'est là la problématique, là où la question environnementale, elle est beaucoup plus peut-être ancienne et considérée comme d'intérêt général, alors que le genre, on continue quand même à se battre pour que ça puisse intégrer le sentiment d'être d'intérêt général. Bon, je pense qu'on a quand même avancé énormément, mais il y a encore des discussions à avoir. Et je pense... et là, c'est vraiment un retour de terrain en tant que chargée de mission égalité. Je crois que derrière la question de l'égalité des genres, on est quand même en France et on est quand même sur un modèle universaliste républicain, là où, quand on compare avec les questions d'égalité des genres qui sont prises en compte dans les pays européens, qui ont d'autres types de modèles politiques, en France, la crainte, c'est surtout d'appliquer en fait de la discrimination positive envers les femmes. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire en fait d'avoir vraiment une sorte, un vrai travail d'éducation de la communauté, en fait, quand on fait un plan d'action et les types d'actions, quand on agit en termes de discrimination positive et quand on fait de l'action positive. Et déjà, la distinction, elle est rarement faite. Et donc, ça suscite effectivement des débats, des rejets, des positionnements un peu de contraintes pour certains. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment la nécessité, puis ça revient sur la question de la formation, mais vraiment, de manière continue, essayer de former nos collègues et la communauté étudiante. On va prendre une dernière question. C'était bon finalement ? Je vais passer vraiment sur un tout autre sujet et je voulais donc interpeller ou questionner Monsieur Le Boulay. Je me suis réjouie de voir et en même temps, vu qu'il y avait une base juridique pour un référentiel prioritaire, donc il y a apparemment plus longtemps, mais je me réjouis que donc apparemment dans l'AVAC-C, cette question de l'égalité devienne un référentiel prioritaire. On a bien compris à votre exposé que, donc, jusqu'alors, et j'ai cru comprendre que ça ne changerait quand même pas beaucoup, tout dépendait de l'auto-évaluation faite par l'établissement, des questions qui étaient mises en avant par l'établissement, et ensuite, donc, également, autre biais, vous avez parlé de biais susceptibles, donc, d'intervenir, en raison des experts qui seraient plus ou moins sensibles aux questions donc d'égalité et autres. Et je voudrais ici indiquer, moi je me moque de l'évaluation finale, là où je suis, j'ai pas encore la chance, et pourtant il y a une volonté, mais il n'y a pas les moyens, j'ai entendu 17 millions dans un truc acte, ça me fait rêver. Mais bref, donc dans un établissement où, malgré une volonté politique forte d'égalité,
On se heurte dans certaines composantes, auprès de certaines écoles doctorales, à des personnes qui n'ont pas encore intégré ces questions d'égalité ou de protection du bien-être des doctorants, etc. J'aimerais que vous imaginiez le poids que peut avoir l'HCERS. Moi, précisément, récemment, à l'encontre d'un responsable d'école doctorale qui ne voulait pas appliquer l'arrêté, le dernier arrêté pris, qui essaye d'intégrer justement un certain nombre de garanties, eh bien, c'est en faisant une pression, en sollicitant des directeurs de laboratoire qui ont fait remonter à l'école doctorale, au directeur de doctorale ou directrice de l'école doctorale, en disant « mais on va être évalué ». Donc c'est vraiment insister énormément. Vous avez la base juridique, vous nous l'avez montré, je ne sais plus, article, il y avait un 34 à la fin. Mais vraiment, insister, je ne comprends même pas que ça ne soit pas un référentiel, donc qui soit obligatoire. Et on est noté 0 s'il n'y a rien. C'est le L114.3-1. Donc, ce qui est obligatoire, c'est que l'institution faîtière en matière d'évaluation a ça parmi ses missions. Donc, c'est pas subsidiaire dans ses missions. De l'autre côté, du côté des établissements, il y a un certain nombre d'obligations qui sont faites également en ces matières. Donc, ce que je voulais simplement signaler, c'est que dans un système d'acteurs un peu complexe, et Dieu sait si le HCRS peut être contesté ou critiqué à certains égards. Donc je me réjouis que vous mettiez en avant son action possible, mais quelles seraient ces critiques si on ne recourait pas aux pairs, si on avait des experts professionnels qui venaient évaluer les situations dans les établissements. Donc ce que l'on a fait par rapport au biais dont je parlais tout à l'heure, c'est d'abord d'ouvrir le jeu, et le renouvellement des experts est évidemment une façon de corriger un certain nombre d'habitudes. Et pour la première fois, il y a 1 an et demi maintenant, on a fait un appel public à candidature pour recruter des experts. Donc, ce qui a fait tourner de façon assez considérable le vivier en question. On renouvelle aussi, on a aussi beaucoup renouvelé, en particulier dans le domaine de l'évaluation des formations, le vivier de conseillers scientifiques, parce qu'il y avait un certain nombre d'habitudes qui avaient été prises en la matière. Donc, voilà, la question du vivier est évidemment une question importante. Mais je voudrais illustrer ce que vous dites. Alors, j'ai évoqué la libération de la parole dans des procédures ordinaires d'évaluation, donc l'évolution d'une génération à l'autre, mais moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de formation en santé, et ça, c'est un domaine qui aujourd'hui échappe à l'évaluation, pour l'essentiel. Et pourtant, c'est un domaine qui est en première ligne d'un certain nombre de problèmes de violences sexistes et sexuelles dans les formations paramédicales comme dans les formations médicales, parce que, comme vous le savez, chez les médecins, désormais, les étudiants en médecine sont à hauteur de 60 et quelques %. Il se trouve que c'est plutôt la génération plus masculine qui tient encore un certain nombre de positions. Donc ça crée un biais. Dans les formations paramédicales, on a une situation d'une espèce de claustration et
là, véritablement, sur l'un ou l'autre de ces registres, on a besoin et de l'accréditation et de l'évaluation pour ouvrir les mondes parfois trop clos ou les mondes qui sont organisés avec des biais de constitution de genre pour les ouvrir. Et là, en matière d'accréditation, eh bien, il y a un certain nombre de prescriptions qui peuvent être portées, comme en matière d'évaluation. Et là, c'est une demande forte des étudiants de ces disciplines, mais en ne s'arrêtant pas, évidemment, aux enseignements théoriques. Parce que toute une partie des problèmes nous viennent des enseignements pratiques, de ce qui se passe en stage. Et là aussi, on a beaucoup de progrès à faire par rapport à ces mondes-là. J'en profite pour rebondir sur l'alerte sur les études en santé, pour signaler que la CPED et l'ANEM font publier hier un guide de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en études de médecine, donc effectivement très nécessaire et à retrouver sur nos sites. On va prendre une toute dernière question rapide des personnes en ligne. Ouais, une question sur Slido, alors antérieure à la table ronde qui est posée au ministère. Quelle articulation entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l'Agriculture qui porte 16 établissements ESR dont des écoles d'ingénieurs, donc l'aspect formation et dispositif. De cette question. Donc, nous avons effectivement d'abord eu l'occasion de discuter avec une association étudiante de AgroParisTech et que nous l'avions invitée lors de la journée égalité de l'année dernière à Orléans. Donc ça avait été l'occasion d'engager un dialogue par le prisme étudiant sur ces sujets de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et ensuite d'ailleurs avec la direction de l'établissement puisque cet établissement comme d'autres a été bien sûr beaucoup bousculé par des révélations qui ont montré que les agissements étaient beaucoup plus importants que ce que pouvait laisser entendre le recueil dans les cellules d'écoute. Donc le ministère de l'Agriculture est effectivement un ministère très important en termes de formation dans l'enseignement supérieur. Nous n'avons pas véritablement développé un partenariat institué. Nous avons des relations ponctuelles avec les personnes qui s'occupent d'enseignement supérieur dans ce ministère. Et pour rebondir sur une intervention tout à l'heure qui laissait entendre que nous étions extrêmement nombreux au ministère pour nous occuper de ces sujets. Je pense que vous en avez vu l'intégralité aujourd'hui. Donc finalement, ça reste quand même un petit effectif. Certes, au niveau aussi de la direction générale, vous avez vu l'engagement d'Anne-Sophie Barthès, mais donc nous ne pouvons pas multiplier non plus nos discussions, nos interventions, nos partenariats avec les uns et les autres, mais nous sommes bien sûr tout à fait d'accord pour approfondir les relations. Et nous pouvons d'ailleurs souligner qu'avec le ministère de la Culture, autre ministère très concerné par l'enseignement supérieur, ce qu'a dit tout à l'heure Julie, le fait qu'on invite le ministère de la Culture au pilotage du plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, montre que nous avons tout à fait cette volonté de coopérer, de partenariat, de nous inspirer mutuellement et de faire en sorte que cette culture, elle se développe très largement dans toutes les sphères de l'enseignement supérieur et plus généralement de l'action du gouvernement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et puis un grand merci Didier Chevrier pour l'animation de cette table ronde, à tous les intervenants et intervenantes pour vos accords. Et c'est l'heure tant attendue du déjeuner qui vous attend à l'extérieur. On va rouvrir l'exposition, il y a les stands associatifs et puis on vous retrouve à 14h pour la suite de cette journée. Bon appétit!